Ja, man wird ein bisschen kritisiert. Ich habe das ja, mein Gott, wie viele Jahrzehnte habe ich das mitgemacht? 3 oder 4 Jahrzehnte. Voici le dernier moment de Frank Farian. Dans une résidence paisible de Miami, baigné par la lumière voilée d'un après-midi d'hiver, un homme s'est éteint loin de ses studios allemands, de ses tubes planétaires et des voix qu'il a façonnées dans l'ombre. Il avait 82 ans. Un souffle de trop, une dernière inspiration dans le silence. Et avec lui, c'est tout un pan de la musique populaire qui s'est effondré. L'industrie a perdu un faiseur de roi, un stratège de l'illusion, un génie controversé qui avait réinventé la pop en la trahissant peut-être un peu. Car Frank Farian n'était pas simplement un producteur. Il était l'architecte invisible de plusieurs légendes de la musique disco et Eurodance. C'est lui qui a mis au monde Boney M, propulsé la bouche, façonné No Merci et surtout créé le duo Milli Vanilli, cette comète musicale devenue symbole d'un scandale sans précédent. Il écrivait les tubes, enregistrait les voix, contrôlait les visages. Il tirait les ficelles avec une précision clinique, parfois cynique, mais toujours brillante. Il disait « Le public n'écoute pas la voix, il écoute un rêve. » Et pendant longtemps, il avait raison. Mais ce rêve, en 1990, s'est brutalement effondré. Quand il a avoué que Rob et Fab, les visages de Milli Vanilli, n'avaient jamais chanté une seule note sur leur disque, le monde entier s'est réveillé dans un éclat de honte. Le Grammy fut retiré. Des procès éclatèrent, et une amitié, une carrière, une vie, celle de Rob Pilatus, sombrèrent dans le vide. Frank Farian, lui, continua. Il produisit d'autres artistes, vendit encore des millions de disques, mais jamais plus il ne parla vraiment de cette chute. Jusqu'à ses derniers jours, le silence fut son ultime rideau. Ce silence, pourtant, cache une vérité bien plus complexe. Frank Farian n'était ni un escroc banal, ni un simple manipulateur. Il était le reflet d'une époque où la musique devenait image, où l'authenticité était moins importante que l'impact. Dans ce récit, nous allons explorer ce paradoxe. Comment un homme a pu créer tant de beauté tout en orchestrant une des plus grandes supercheries de l'histoire du show business? Était-ce du génie ou de la trahison? De l'art ou de la manipulation? Ce que vous allez entendre n'est pas un simple hommage. C'est une plongée dans les coulisses d'un empire sonore construit sur des silences, des pactes, des doublures. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de ne jamais être vu, mais que l'on a fini par voir malgré lui. De sa première note à sa dernière respiration, Frank Farian a vécu dans l'ombre. Une ombre qui, aujourd'hui, mérite enfin d'être éclairée. Avant de devenir ce nom murmuré avec controverse dans les coulisses du show business, Frank Farian était un jeune homme discret, né sous le nom de Franz Reuter, un 18 juillet 1941, dans la petite ville de Kirn, en Allemagne de l'Ouest. Enfant de l'après-guerre, élevé dans un pays en reconstruction, il baigne très tôt dans les sons et les voix de l'Amérique qui libèrent et influencent. Le rock'n'roll entre dans sa vie comme une révélation. Mais c'est la voix qui l'obsède. Celle qu'on entend et surtout, celle qu'on ne voit pas. Dans les années 60, il tente sa chance comme chanteur, sort quelques disques sans grand succès. Sa voix est bonne, mais son charisme, trop discret. Très vite, il comprend que son talent n'est pas sur scène, mais derrière les rideaux. Il s'intéresse aux techniques d'enregistrement, à la production, au montage sonore. Il observe, apprend, expérimente. Et en 1970, une idée le propulse. Il enregistre une chanson intitulée « Baby Do You Wanna Bump » avec sa propre voix ralentie et retravaillée. Le titre devient un succès inattendu. Mais plutôt que de s'en attribuer la gloire, Frank Farian invente un groupe imaginaire pour l'interpréter, Boney M. C'est ainsi que naît sa légende. En quelques années, Boney M devient un phénomène mondial. Les tubes s'enchaînent. Daddy Cool, Rivers of Babylon, Ma Baker, Rasputin. Chaque morceau est une machine à danser, calibrée avec précision. Mais ce que le public ignore, c'est que la voix grave de Bobby Farrell, le danseur charismatique du groupe, n'est pas celle que l'on entend sur les disques. C'est celle de Frank Farian lui-même. Il prête sa voix dans l'ombre, tandis que d'autres sourient en playback sous les projecteurs. L'illusion est parfaite. À cette époque, personne ne pose de questions. Les shows télévisés sont en playback, les fans veulent du rythme, de la couleur, du rêve. Et Frank Farian leur en donne à l'appel. Il devient le sorcier de la pop allemande, le faiseur de tubes dont les productions s'exportent dans le monde entier.
Il travaille avec les meilleurs studios, s'entoure de musiciens virtuoses, impose une discipline de fer. Mais toujours, il reste dans l'ombre, presque invisible, comme un metteur en scène jaloux de son décor. Dans les années 80, il poursuit sa quête musicale avec d'autres projets, Far Corporation, La Bouche, No Merci. Des sons plus modernes, toujours efficaces, toujours produits avec cette patte inimitable. Franck Farian comprend avant les autres que la musique est devenue un produit visuel, que l'image compte autant que la voix. Il sélectionne ses chanteurs comme on caste un film. Il leur donne un rôle, un son, une silhouette, un public. Mais ce modèle a un prix. Et bientôt, il va le payer. Car dans ce monde qu'il a lui-même façonné, où les visages importent plus que les cordes vocales, la vérité finit toujours par se faufiler. À la fin des années 80, il rencontre deux jeunes hommes, beaux, dynamiques, pleins d'ambition, Rob Pilatus et Fab Morvan. Ensemble, ils vont créer Milli Vanilli. Et cette fois, le rêve va tourner au cauchemar. Mais à ce moment-là, au sommet de sa gloire, Franck Farian est considéré comme un visionnaire. Il vend des millions de disques, multiplie les collaborations, façonne le son Eurodance avant l'heure. Il incarne une forme de modernité, celle d'un monde où la sincérité se mesure en vente et l'authenticité en costume de scène. Le public ne le connaît pas, ou à peine. On l'imagine en studio, derrière des consoles, en maître du son. Et c'est exactement comme ça qu'il aime se voir. Ce que personne ne devine encore, c'est que derrière cette façade de contrôle absolu, Franck Farian commence à perdre le fil. Le fil de la vérité, de l'éthique, et peut-être aussi de lui-même. Car pour continuer à faire rêver le monde, il va devoir franchir une ligne. Et une fois passé, il n'y aura plus de retour possible. Tout commence à Munich, à la fin de l'année 1987. Farian est en quête de nouveautés. Il veut créer un duo pop irrésistible, quelque chose de dansant, d'explosif, de jeune. Il a les chansons, il a les studios. Ce qui lui manque, ce sont des visages. Et le destin les lui envoie sous la forme de deux jeunes hommes, Rob Pilatus et Fab Morvan. L'un est né à New York, l'autre à Paris. Tous deux vivent alors en Allemagne, rêvent de carrière artistique et surtout sont prêts à tout. Quand Franck Farian les découvre, il ne voit pas seulement leur beauté plastique. Il sent une énergie, une présence scénique, un magnétisme visuel. Ils ne chantent pas très bien, mais qu'importe. La décision est prise, ils seront Milli Vanilli. Le contrat est signé, les chansons sont déjà prêtes. Farian enregistre les voix en studio avec d'autres chanteurs, notamment Charles Shaw, Brad Howell et John Davis. Rob et Fab, eux, apprennent à danser, à sourire, à jouer la comédie. Et dès le départ, ils savent que ce qu'ils incarnent n'est qu'un mirage. Mais le succès va si vite que le mirage devient réalité. En 1988, le premier album, Girl You Know It's True, explose en Europe, puis aux États-Unis. 5 singles dans le top 10 américain, dont 3 numéros 1, des disques d'or, des tournées, des apparitions télévisées. En février 1990, ils reçoivent le Grammy Award du meilleur nouvel artiste. Tout le monde les adore, leurs chorégraphies sont millimétrées. Leur look excentrique, leur accent français ajoute un charme exotique. Personne ne se doute de rien, ou presque. Car en coulisses, les premiers grains de sable apparaissent. Charles Shaw, l'un des véritables chanteurs du projet, menace de révéler la vérité. Farian lui aurait versé une importante somme pour acheter son silence. Mais la rumeur enfle. Des journalistes s'interrogent sur le fait que Rob et Fab refusent de chanter en live. Lors d'un concert à Bristol, en Virginie, un incident technique stoppe la bande-son en plein playback. Rob panique, quitte la scène. Le malaise est perceptible. Mais le public pardonne. Après tout le monde fait du playback, non? Franck Farian, lui, sent le danger. Il sait que l'équilibre est fragile, que la mascarade peut s'effondrer à tout instant. Il tente de garder le contrôle. Il promet à Rob et Fab qu'ils pourront chanter pour de vrai sur le prochain album. Mais en vérité, il n'en a jamais eu l'intention. Pour lui, leur voix n'est pas exploitable. Ce qu'il a construit repose sur une illusion parfaitement huilée, et il n'est pas prêt à la sacrifier pour satisfaire l'ego de ses marionnettes. Mais Rob et Fab, grisés par la célébrité, commencent à y croire. Ils veulent devenir de vrais artistes. Ils demandent plus d'autonomie, plus de reconnaissance. Ils menacent eux aussi de tout révéler. Et c'est là que Franck Farian prend une décision radicale. Le 12 novembre 1990, lors d'une conférence de presse en Allemagne, il annonce publiquement que Rob et Fab ne sont pas les véritables voix de Milli Vanilli. Le choc est immédiat. La nouvelle fait le tour du monde en quelques heures. L'Amérique est scandalisée. Le Grammy l'aurait retiré, un cas quasiment unique dans l'histoire de l'Académie. Des centaines de milliers de fans se sentent trahis.
Des actions collectives sont lancées pour exiger le remboursement des albums. Des juges, à Chicago notamment, acceptent même d'examiner les demandes. L'image du groupe est détruite en un éclair. Rob et Fab deviennent la risée du monde entier. Frank Farian, lui, garde le silence. Pendant que ces deux créatures s'effondrent sous le poids du ridicule, il retourne à ses studios. Il continue de produire, sort de nouveaux projets. Il sait que le temps efface les traces, mais cette fois quelque chose a changé. L'homme qui avait toujours tiré les ficelles dans l'ombre se retrouve au centre d'un scandale planétaire. Et même si sa responsabilité n'est pas légale, tous les contrats avaient été signés, tous les protagonistes savaient, la faute morale est là. Il a créé un mensonge, puis il l'a détruit quand il a cessé de lui être utile. Ce moment de rupture, cette confession publique, marquera le début d'une lente chute pour Pilatus et Femme Morvan. Ils tenteront de se reconstruire, de chanter enfin avec leur propre voix, sous leur vrai nom, mais rien ne sera jamais plus pareil. Et pour Frank Farian, ce sera l'ombre d'une faute jamais avouée. Car derrière cette manœuvre brutale, certains verront une trahison stratégique, d'autres un sacrifice cruel pour sauver sa réputation. Et si c'était un peu des deux? Quand la tempête Milli Vanilli a éclaté, Frank Farian n'a pas fui. Il n'a pas non plus demandé pardon. Il a simplement regardé l'onde de choc, les visages défaits de Rob et Fab, la presse en furie, les fans trahis. Et il s'est tu. Ce silence, plus bruyant que 1000 justifications, a figé pour toujours son image dans l'esprit du public, celle d'un homme froid, stratège, prêt à brûler son œuvre pour éviter d'y brûler avec. Mais derrière ce masque opaque, il y avait autre chose. Une solitude étrange, une conscience lucide, et peut-être un poids difficile à porter. Pendant que Rob sombrait dans l'oubli, puis dans la dépendance, avant de quitter ce monde à 33 ans dans une chambre d'hôtel de Francfort, Frank Farian poursuivait son travail. Il produisait encore, il lançait de nouveaux groupes, il enregistrait dans ses studios en Allemagne, à Miami, parfois à Londres. Mais plus jamais il n'a connu un triomphe aussi foudroyant, ni un désastre aussi violent. À chaque interview, il éludait. Il disait que c'était une leçon pour l'industrie. Il rejetait la faute sur les autres ou bien sur le système. Il ne disait jamais « j'ai détruit 2 vies ». Et pourtant, il le savait. Dans les années 2000, il aurait tenté, selon certains proches, de réconcilier Fab Morvan avec la scène. Il aurait proposé une collaboration, une tournée. Mais rien ne se fit. La confiance était brisée, la honte trop grande. Ce que Frank Farian avait mis en place avec brio, il ne pouvait plus le réparer. Il restait ce producteur de génie, adoré par les ingénieurs du son, respecté pour sa précision, mais désormais écarté des projecteurs. Et cela lui allait. Il avait toujours préféré l'ombre, mais l'ombre ne protège pas du remords, car Frank Farian, malgré ses airs de maître imperturbable, n'était pas insensible. Il avait grandi dans un monde dur, forgé son succès dans un milieu sans pitié. Il savait que les illusions sont la monnaie du spectacle. Il avait simplement poussé cette logique jusqu'à l'extrême. Et quand le château de cartes s'est effondré, il a choisi de se taire pour ne pas perdre le peu qu'il restait. Était-ce de la lâcheté ou un réflexe de survie? Seul lui connaissait la réponse. À partir de 2020, sa santé décline. En 2022, il subit une lourde opération à cœur ouvert, un remplacement de valve cardiaque par une prothèse biologique. L'intervention se passe bien, mais la convalescence est lente. Il perd en mobilité, doit utiliser un fauteuil roulant. Sa voix devient plus faible. Il s'installe définitivement en Floride, loin du tumulte européen, à Miami. Il vit entouré de quelques proches, dans un calme presque irréel comparé à l'énergie de ses années disco. Ce que peu savent, c'est que malgré la distance, Frank Farian n'a jamais cessé de suivre les échos de son passé. Quand le documentaire Milli Vanilli sort sur Paramount Plus en octobre 2023, il refuse d'y participer directement, mais laisse certains extraits d'archives être utilisés. Quand le biopic Girl You Know It's True est présenté au public allemand en décembre de la même année, il envoie un message discret de soutien au réalisateur. Et quand le film remporte le prestigieux Bayerischer Filmpreis quelques jours avant sa disparition, il sourit, paraît-il. Un sourire fatigué, mais sincère. Car au fond, Frank Farian savait que l'histoire n'était pas noire ou blanche. Elle était faite de contradictions, de compromis, de rêves brisés et de succès construits sur des fondations instables.
Il n'a jamais nié les faits, il n'a jamais non plus tout assumé, il a simplement vécu avec, comme on vit avec une cicatrice qu'on ne montre à personne. Certains disent qu'il écrivait ses mémoires, d'autres qu'il voulait parler une dernière fois. Mais le destin ne lui en a pas laissé le temps. Le 23 janvier 2024, Franck Farian s'éteint paisiblement dans sa résidence de Miami. Aucun communiqué officiel ne précise les causes exactes. Ses proches évoquent une santé affaiblie, une fin sans douleur. Il avait 82 ans. Pas de grande cérémonie, quelques mots dans la presse allemande, une vague de réactions discrètes sur les réseaux sociaux et le souvenir d'un homme que personne ne connaissait vraiment, mais que le monde entier a écouté sans le savoir. Dans les jours qui suivent, les hommages se mêlent aux critiques. Certains saluent un producteur de génie, un innovateur qui a changé la face de la musique populaire. D'autres rappellent le scandale, la supercherie, les conséquences humaines. Entre les deux, il y a la vérité. Celle d'un homme qui a donné des voix à ceux qui n'en avaient pas et qui les a parfois prises à ceux qui en rêvaient. Un homme qui a défié les règles jusqu'à les faire exploser. Et si le dernier mot ne lui appartient pas, c'est peut-être mieux ainsi. Car Franck Farian était une énigme, une silhouette derrière une vitre sans teint. Et dans cette vitre, chacun voit ce qu'il veut. Un génie, un imposteur, ou un peu des deux. Difficile de juger Franck Farian avec les outils habituels. Était-il un manipulateur sans scrupules ou un visionnaire incompris? Était-il le miroir d'une industrie malade ou bien son architecte cynique? Peut-être que la vérité se cache entre les deux extrêmes. Car si Franck Farian a menti, il l'a fait avec un tel talent que des millions de personnes ont dansé sur son mensonge, en souriant. Il n'a jamais pointé une arme, il n'a jamais imposé le silence par la peur. Il a simplement proposé un pacte, offrir au public ce qu'il voulait voir, quitte à effacer ceux qui chantaient réellement. Et le public a accepté, pendant des années. Ce qui dérange dans le cas de Milli Vanilli, ce n'est pas seulement la supercherie, c'est le fait qu'elle ait fonctionné, brillamment, jusqu'au moment où l'illusion est devenue insupportable. Franck Farian n'a jamais plaidé la naïveté, il savait ce qu'il faisait. Il savait aussi que dans l'univers du spectacle, la frontière entre vérité et mise en scène est poreuse. Il a poussé cette frontière jusqu'à la briser, et en le faisant, il a exposé au grand jour l'hypocrisie d'un système qui valorise l'apparence plus que le talent brut. Il a déshabillé le rêve sans s'en excuser, peut-être parce qu'il estimait que ce rêve lui appartenait. Mais au fond, que nous dit l'histoire de Franck Farian? Qu'un homme peut créer de la magie tout en construisant ses illusions sur des silences. Qu'il est possible de toucher l'universalité de la musique sans jamais apparaître dans la lumière. Et qu'un scandale peut être, paradoxalement, la chose la plus sincère qu'un producteur ait jamais offerte à l'industrie. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent? Franck Farian méritait-il d'être célébré, condamné ou simplement compris? Il y a des adieux qui n'en portent pas le nom. Des disparitions si silencieuses qu'on les découvre presque par hasard, dans une brève, au détour d'un titre, comme une note oubliée sur la dernière plage d'un disque rayé. La fin de Franck Farian fut de celle-là. Pas de flash, pas de micro tendu, pas d'orchestre funèbre. Juste un soupir discret, quelque part entre les palmiers de Floride et les souvenirs d'un monde qui dansait sur ses illusions. Il aura passé sa vie à composer sans apparaître, à créer des voix sans les incarner, à bâtir des mythes sans jamais en réclamer la gloire. Dans une époque obsédée par l'exposition de soi, Franck Farian a choisi l'inverse. L'effacement, la mise en retrait, presque l'invisibilité. Et pourtant, il était là, partout. Dans chaque refrain de Boney M, dans chaque battement de la bouche, dans chaque silence de Milli Vanilli. Ce qu'il nous laisse, ce ne sont pas seulement des tubes, ce sont des questions. Où commence le talent? Où finit la trahison? Peut-on aimer une chanson dont l'histoire est fausse, mais dont l'émotion est vraie? La vérité, avec Franck Farian, n'était jamais une ligne droite. Elle était sinueuse, masquée, imprévisible, comme un vieux vinyle qu'on croit connaître, mais qui révèle encore une nuance nouvelle à la 100e écoute. Peut-être est-ce cela son véritable legs, nous forcer à écouter autrement, à distinguer la voix du visage, à reconnaître que la beauté peut être même d'un mensonge et que parfois le plus grand spectacle se joue en coulisses. Franck Farian n'était pas un héros, ni un monstre. Il était un homme de son, de silence et de contradiction. Il a brisé des règles, mais aussi des cœurs. Il a offert des hits, mais laissé des cicatrices. Aujourd'hui, alors que sa musique continue de tourner quelque part entre une playlist oubliée et une boîte de nuit nostalgique, on peut fermer les yeux et simplement se souvenir
certains adieux sont devenus invisibles, jusqu'à ce qu'on les raconte, enfin.